C'est Chekfita pour Maître Kayembe. Merci. Nous sommes au cabinet des avocats ici et nous allons nous diriger vers le bureau de Maître Kayembe qui sera notre invité pour analyser cet élément sur le visa des léopards d'abord, mais d'une façon générale la problématique des visas pour les Congolais. Amis lecteurs, amis du Congo, en ce début du mois de juin 2013, les Léopards, l'équipe nationale de football de la RD Congo, devait effectuer un stage en France. Mais hélas, une partie des joueurs n'ont pas eu leur visa. Et lors d'une déclaration chez un de nos confrères de Foot Sud, plus exactement, M. Claude Leroy a même déclaré ceci: la Belgique croit que c'est Léopold II qui est encore le roi du Congo. Afin de comprendre les tenants et les aboutissants de la chose, nous avons décidé de nous adresser à un homme de droit, en l'occurrence M. Claude Kayembe Mbaye. Il va essayer de décortiquer pour nous cet élément, voir si c'est un hasard, s'il y a des soubassements, ou bien si cela se fait pour tous les pays du monde, ou si c'est uniquement pour la RD Congo, notre pays. Maître Claude Kayembe Mbaye, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi comme nous l'incident qui est arrivé à notre équipe nationale. Il est dit que la Belgique est responsable de cela d'après l'entraîneur des Léopards. C'est quoi en fait cette histoire de visa, d'espace Schengen, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui sont parfois un peu distraits? Parlez-nous un peu de la maison Schengen. Oui, merci Chekfita pour la visite à mon cabinet. Voilà, c'est vrai que j'ai fortuitement lu cet article sur la problématique, le problème des visas des joueurs congolais. Une partie de joueurs congolais aurait essuyé un refus de visa, ce qui a même eu pour corollaire d'annuler leur stage en France, et je crois qu'ils sont allés en Afrique du Nord. Évidemment, au-delà même de cet incident, il faut voir placer cet incident dans sa globalité. Ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg, en fait. Hein. Donc, c'est toute la problématique d'obtention et de démarches de visa auxquelles sont soumis les citoyens congolais sur le sol congolais, en fait. Donc, j'ai suivi l'incident, c'est vrai, mais au-delà de cet incident, je ne suis pas là pour faire l'avocat des léopards, je ne suis d'ailleurs pas avocat des léopards, mais il faut voir ce problème dans sa globalité, dans son ensemble, en fait. Voilà. Alors, pour revenir à ta question que tu as posée incidemment, aujourd'hui, Claude Leroy, évidemment, fait référence à la Belgique, alors que c'est un visa, oui, pour, un visa pour la France. Pour la France. Tout ça, c'est pour remettre les choses dans leur contexte. Depuis 2010, si je ne m'abuse, au mois d'avril, les États européens, 16 États européens ont décidé de centraliser en fait les démarches de visa dans ce qu'on appelle la maison Schengen à Kinshasa. C'est-à-dire que c'est une administration qui récupère en fait les prérogatives des ambassades pour l'obtention de la quasi-majorité des visas pour l'Occident. Ce n'est pas tous les visas parce que les ambassades gardent quand même certaines prérogatives, mais il y a quand même une grande partie de leurs prérogatives qui sont finalement données à la maison, transmises à la maison Schengen. Donc la maison Schengen finalement centralise tout flux migratoire vers l'Occident. Donc c'est en fait pourquoi vous voyez M. Claude Leroy qui s'en prend à la Belgique, parce que c'est la Belgique qui chapeaute, en fait, qui supervise cette maison Schengen.
C'est d'ailleurs au départ une initiative du Portugal et de la Belgique. Voilà, Oui. en peu de mots. Et autrement dit, il existe dans tous les pays du monde une maison Schengen où cela se fait. Mais c'est là le problème, c'est là le problème. La maison Schengen n'existe qu'au Congo, Kinshasa. Allez-y comprendre comment ça se fait-il que la maison Schengen, si la raison était réellement de lutter contre le flux migratoire du sud vers le nord, on se serait attendu à ce que la maison Schengen soit établie un peu partout en Afrique, en commençant par le Maghreb, s'il vous plaît. Donc, parce que la communauté la plus forte en Europe, en Belgique, c'est la communauté maghrébine. Donc, on se serait attendu qu'on s'attaque d'abord au Maghreb et puis qu'on descende un peu plus vers le sud. Mais évidemment, expérience pilote, comme d'habitude, toujours au Congo, RDC. Donc, la maison Schengen n'existe pas chez nos voisins du Congo-Brazza. La maison Schengen n'existe pas au Rwanda, au Burundi, nos voisins. En Angola, la maison Schengen n'existe pas. Au Cameroun, à Conakry, la maison Schengen n'existe pas. Au Maroc, la maison Schengen n'existe qu'au Congo-Kinshasa. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Congo-Kinshasa? Est-ce que nous sommes la plus forte communauté en termes de flux migratoire? Laissez-moi vous dire que non. Alors, je vais aller plus loin d'ailleurs. Est-ce que, moi je suis avocat, comme on vous l'a dit tout à l'heure par M. Chekvita, j'arpente très souvent les différents palais de justice. Quand je vois les grands procès de grand banditisme, de terrorisme, c'est jamais les Congolais. Donc, je n'ai jamais vu un procès, le palais de justice barricadé, comme on le voit souvent, parce qu'on juge des Congolais. Non, le grand banditisme, c'est pas congolais. Le terrorisme, c'est pas congolais. Alors pourquoi s'attaquer en primeur au Congo? Question mark, comme on dit en anglais. Oui, vous avez bien posé la question. Et pourquoi le Congo est-il le ventre mou de cette histoire de visa? Mais je crois qu'au-delà de tout, il faut voir une faiblesse, une grande faiblesse de l'État congolais, une très grande faiblesse. C'est un État très faible sur le plan diplomatique, à tous les niveaux en fait. Hein. L'État congolais est un État faible. C'est malheureux de le dire, mais c'est force est de constater que l'État congolais est faible. C'est-à-dire que c'est une expérience pilote qui n'a été initiée et qui n'a démarré qu'au Congo. On nous a parlé au départ d'expérience pilote, mais aujourd'hui, on ne parle plus de pilote, c'est au Congo, c'est tout. Les autres États semblent, manifestement, les autres États ont rejeté l'idée de maison Schengen. Maître Claude Kayembe-Bayi, il existe cette pratique de prendre les empreintes digitales. Dites-nous, est-ce normal? Est-ce valable pour tout le monde ou bien c'est seulement une expérience pilote en RD Congo? Et ceux qui cherchent le visa dans d'autres pays, ça ne se fait pas? Non. J'ai eu à prospecter au niveau de mes clients, à poser la question à mes confrères, et je suis formel, la prise d'empreinte digitale, sauf erreur de ma part, n'existe qu'au Congo-Kinshasa. Même pas chez nos voisins du Congo-Brazzaville, nos voisins les plus proches, ni au Rwanda, au Burundi, ni au Cameroun et autres. Donc, alors que, laissez-moi vous dire que la pratique même de l'empreinte digitale, au départ, je crois que ça a été créé en 1967, c'était au départ dans un but criminologique. Mais aujourd'hui, voyager pour un Congolais est devenu... c'est vraiment le parcours du combattant. Le Congolais doit laisser ses empreintes digitales à la maison Schengen. À mon sens, c'est une sérieuse aberration. Pour moi, c'est une prérogative qui ne doit relever que de l'État congolais. C'est une prérogative sécuritaire. Pour une démarche aussi banale que la demande d'un visa, d'une autorisation de séjour, on impose à un Congolais, à un citoyen congolais, de laisser ses empreintes digitales. À mon sens, c'est très grave et c'est gravissime. Laissez-moi vous le dire. Oui, parlons un peu de ces empreintes digitales.
vous qui êtes un homme de droit, est-ce que ce principe-là, il ne viole pas le principe de la vie privée? Parce qu'ici, en Europe, ce n'est pas aussi facile qu'on puisse gérer toutes ces données d'une personne. Je suis formel et je serai formel encore et toujours. Il y a des droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'il y a des droits qui sont garantis par des textes fondamentaux comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il y a des droits, il y a des textes comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et j'en passe. Il y a également ce qu'on appelle des protocoles additionnels à ces conventions-là. Et nulle part, il a été reconnu ou consacré comme droits fondamentaux le droit à la sécurité. Par contre, le droit à la vie privée, le droit à la dignité sont reconnus par des textes fondamentaux. Et le droit à la vie privée, par exemple, je vous donne un exemple de l'article 8 de la Convention européenne. Cet article dit clairement que les États, les autorités doivent se garder de s'ingérer de manière disproportionnée dans la vie privée des citoyens. Le droit à la dignité existe également. Par contre, le droit à la sécurité n'existe dans aucun texte. Tout ça est venu dans la foulée du 11 septembre 2011 et aujourd'hui, on semble mettre le droit à la sécurité au-dessus de ces droits fondamentaux, mais nenni, que non, je dis non, 3 fois non, le droit à la dignité, le droit à la vie privée sont des droits fondamentaux, et non le droit à la sécurité. Alors, quand je vois tout ce qui est demandé aux citoyens congolais pour faire un voyage banal en Europe, voyage touristique et autres, laissez-moi vous dire, excusez-moi pour l'expression, mais c'est vraiment du striptease. On demande tout et n'importe quoi, des garanties parcellaires. Est-ce que vous avez une parcelle? Est-ce que vous avez du travail? Est-ce que vous avez des fiches de paie? Est-ce que vous pouvez avoir des garants? Et ainsi de, et j'en passe. Et comble du comble, on demande aux gens en plus de laisser leurs empreintes digitales. Mais ces empreintes sont conservées par un État tiers, alors que ça concerne des citoyens congolais. Qu'est-ce qu'on fait de ces données à caractère personnel qui sont finalement recueillies par la maison Schengen? Et combien de temps cela est conservé? Parce qu'il y a des jurisprudences européennes qui disent que ce genre de données doivent être conservées juste le temps nécessaire pour la démarche administrative, le temps nécessaire pour certains contrôles, mais on ne peut pas les conserver à vie, à perpétuité. Or, je constate dans mes dossiers qu'il y a des gens qui ont demandé un visa il y a quelques années. Aujourd'hui encore, quand ils se dirigent vers l'ambassade, la maison Schengen, pour demander un visa, on leur dit « Mais on vous a déjà refusé un visa il y a quelques années, on ne peut plus vous donner le visa. » Et je vois malheureusement les motivations, et malheureusement les citoyens congolais ne savent pas ou sont tellement résignés qu'ils préfèrent recommencer année après année. Et finalement, ça permet à ces gens finalement de continuer leur pratique qui, moi, à mon sens, devait normalement choquer les autorités congolaises et, au-delà des autorités congolaises, le citoyen congolais qui devait se révolter contre ce système. Malheureusement, je constate qu'au Congo, c'est la résignation, c'est le règne de la résignation. Et parmi les lois, les droits fondamentaux des hommes, il me semble qu'il y a un article qui dit que tous les hommes sont égaux, etc. etc. Si vous l'avez, peut-être vous pouvez nous le dire. Oui, l'article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je peux le lire rapidement, dit ceci, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns vers les autres dans un esprit de fraternité. Bon, ça c'est la fraternité, mais la dignité est consacrée par le texte fondamental. Est-ce que la manière dont le Congolais est traité lors d'une demande de visa, est-ce que c'est conforme au droit à la dignité? À mon sens, non. En tant qu'homme de droit, je dirais non et 3 fois non. Mais je peux aller plus loin, évidemment. Il y a également l'article 8 de la Convention européenne qui reprend d'ailleurs in extenso l'article 12
de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit ceci, Oui, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, et ainsi de suite. Est-ce que cette ingérence disproportionnée de la maison Schengen dans la vie privée des citoyens congolais, est-ce que c'est nécessaire pour la sécurité nationale? Je vous pose une question, je vous laisse réfléchir. Est-ce nécessaire à la sûreté publique, au bien-être économique? Je vous laisse ces questions ouvertes. Maître Kayembe, par rapport à tout ce que vous venez de dire, quel pourrait être votre message aux responsables de la maison Schengen? Mais je n'ai rien à préconiser parce que c'est une politique voulue par l'Europe. Ils profitent des faiblesses de l'État congolais. Ils profitent des faiblesses de l'autorité congolaise. Ils profitent de la cupidité des autorités congolaises. C'est pourquoi au Congo, le Congo est devenu un terrain où l'on peut tout faire, on peut tout expérimenter. Moi, je les comprends. Il y a une brèche, eux, ils rentrent. Je ne veux pas leur demander d'aimer le peuple congolais plus que les autorités congolaises. Je n'ai rien à préconiser à l'ambassade, à la maison Schengen. Ils profitent de la faiblesse de l'État congolais. Autrement dit, la première responsabilité, c'est nous-mêmes les Congolais. C'est nous-mêmes les Congolais. Et pour pouvoir sortir de cette histoire, pour qu'on soit considérés comme des hommes égaux aux autres hommes, qu'est-ce que le Congolais devrait faire d'un point de vue du droit? D'un point de vue du droit, évidemment, pour ne me limiter, ne parler que du droit, il y a des recours. Donc, Moi, je conseillerais et je préconiserais, par exemple, à la Fédération congolaise de football, association, de saisir des avocats pour introduire des recours ici. Et si ça ne va pas sur le plan national, aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais vous savez qu'un avocat ne peut pas saisir une affaire tout seul. L'avocat doit être consulté, doit être saisi. Je ne peux pas aller moi-même à la Cour européenne des droits de l'homme, ni ici, aux différentes juridictions belges. Il faut introduire des recours intempestifs jusqu'à aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, question d'avoir des arrêts de principe. Voilà, tout ce que je peux préconiser au niveau du droit. Un dernier mot, si vous avez un dernier mot par rapport pas à ce dossier, mais à cette violation des principes et des droits. Mais écoutez, le dernier mot, c'est quoi? Laissez-moi vous lire quelques citations de scientifiques et de juristes occidentaux. Par exemple, en fait, il s'agit d'un séminaire auquel j'ai assisté. On ne parlait pas de la problématique même de visa, mais on parlait plutôt de la problématique sécuritaire en général. Alors, qu'est-ce que certains scientifiques disent? Je vais vous lire deux citations par exemple. Première citation, on peut se demander si les terroristes n'ont pas réussi à faire que le monde développé investisse à fond perdu dans le contre-terrorisme, tout en ignorant des problèmes urgents portant sur les questions de santé, d'environnement, de conflit ou de gouvernance. Là, ce sont deux professeurs américains et suisses qui ont... C'est une citation que j'ai reprise d'un séminaire auquel j'ai assisté. Alors, je vais lire une seconde citation. Qu'est-ce qui est dit? Il est faux de croire que la sécurité et la liberté sont des principes analogues et qu'ils peuvent être comparés et mis en balance. La liberté est une valeur centrale qu'on trouve dans le noyau dur, non seulement des traités de l'Union européenne, mais aussi de tous les instruments de droits de l'homme au niveau international. Et je vais lire une dernière citation. Ceux qui abandonnent la liberté au nom de la sécurité n'auront ni sécurité ni liberté. La liberté a été sacrifiée au nom de la sécurité. Mais la sécurité est mauvaise conseillère. Nous devons aujourd'hui nous poser la question suivante.
que nous reste-t-il encore de notre vie privée? La protection de la vie privée des Européens est le grand défi pour la décennie à venir. Voilà. Vous comprenez et vous imaginez-vous une seconde qu'aujourd'hui, en Europe et en Occident, des scientifiques, des hommes de droit s'inquiètent, finissent par s'inquiéter pour la vie privée des Européens. À combien plus forte raison nous devons nous inquiéter? Et moi, en tant qu'avocat d'origine congolais, je m'inquiète pour la vie privée des Congolais lors des démarches, comme des démarches banales comme la demande d'un visa. Vous comprenez que si eux s'inquiètent, mon inquiétude est légitime. Et votre dernier mot? Qu'est-ce que je peux préconiser aux autorités européennes? Éviter de frustrer l'honnête citoyen congolais qui se rend à l'ambassade, à la maison Schengen très tôt le matin, pour introduire valablement et par les voies officielles leur demande de visa. À force de frustration, les gens finissent par développer d'autres pratiques. Et c'est ainsi que malgré tout ce qui est fait, malgré toutes les mesures prises, l'immigration ne cesse d'augmenter. On a trouvé un semblant de solution pour le Congo, mais le problème n'a fait qu'être déplacé. Aujourd'hui, il y a un flux migratoire important des Guinéens vers la Belgique. Il y a un flux migratoire des Camerounais vers la Belgique et ainsi de suite. Des gens qui n'ont même pas de lien historique avec la Belgique. Donc, le problème n'a fait qu'être déplacé. Ce n'est pas une solution. Quand quelqu'un se déplace à l'ambassade pour demander un visa, c'est que c'est au départ quelqu'un d'honnête, de sérieux, qui veut passer par les voies officielles, mais quand vous le frustrez par des conditions draconiennes, il finit par développer d'autres moyens, et l'immigration en Europe ne fait qu'augmenter. Détrompez-vous. Voilà. Ok, Maître Kayembe. Maître Kayembe, nous vous remercions pour cet éclairage et finalement la balle est dans le camp des Congolais que nous sommes. Le droit est le même pour tout le monde, la liberté est la même pour tout le monde. Et vous avez vu, des principes aussi importants ici en Europe ne sont malheureusement pas appliqués pour les Congolais. Et donc le combat pour un état de droit, devrait être le cheval de bataille de tout Congolais, que ce soit ici ou au pays.